Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Les paramètres influents en usinage, organisé par Technique de l'ingénieur en partenariat avec le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Il est animé aujourd'hui par Julien Thill, responsable technique d'affaires, expert coupe usinabilité au CETIM. Le webinaire durera 1h30, il y aura 1 heure de présentation suivie de 30 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant l'intervention. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette web découverte durant laquelle nous allons introduire le sujet de la coupe en usinage par enlèvement de matière, sujet souvent mal appréhendé dans l'industrie, mais pourtant absolument fondamental comme on le verra. L'idée de cette présentation est de proposer en toute première approche une interprétation pratique de la coupe en usinage, cela sur la base d'une approche physique et technique. En guise de démarrage, je vais vous présenter le plan de la présentation, puisqu'après avoir justement procédé à un démarrage élargi, on va dire, on rentrera dans le vif du sujet en réalisant une introduction technique générale, à la suite de quoi on présentera le concept de l'approche globale de la coupe, puis on introduira les notions de physique de la coupe, pour ensuite faire le lien avec certains des paramètres techniques de la coupe du point de vue de la partie usinée et du point de vue de la partie usinante. À la fin de ces échanges, on verra ensemble comment il est possible pour vous, avec le CETIM, d'aller plus loin sur ces sujets-là en termes de transfert de connaissances et d'expertise. Donc, comme ça a été rappelé en guise d'introduction, Julien Thill, j'interviens au CETIM sur l'expertise spécifique de la coupe, le sujet du jour, et sur un champ relativement élargi d'application, puisque je réalise des missions d'expertise, des missions de R&D et des missions de transfert de connaissances pour tous les secteurs de l'industrie de la mécanique et plus particulièrement de la production par usinage. L'objectif de la présentation est d'introduire la compréhension et l'appréhension des points clés de l'enlèvement de matière en usinage pour faire le lien justement entre la physique et la technique. Et on introduira ensemble rapidement des notions telles que l'usinabilité, l'importance des paramètres opératoires, l'importance de la partie usinante, donc de l'outil, donc du substrat, du revêtement, de la géométrie, etc. Et également les assistances de l'usinage qu'on n'aura pas l'occasion d'aborder parce qu'on a un temps relativement limité, mais qui font également partie de cet environnement particulier de la coupe. L'objectif d'évoquer le sujet spécifique de la coupe en usinage est de mieux maîtriser les environnements d'usinage, justement, pour optimiser tous les choix techniques et résoudre aussi des problématiques en vue d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et les notions absolument fondamentales que sont la productivité, la qualité et la durée de vie. Tout ça avec en ligne de mire l'objectif de pérenniser les activités de mise en forme par enlèvement de matière en usinage. En guise d'introduction générale, il y a une analogie que je me plais à réaliser souvent quand on évoque le sujet de la coupe, c'est comparer l'outil de coupe à un pneu sur une voiture. Le pneu sur une voiture est le premier élément en contact avec la route. Il est également un élément d'usage courant, on va dire, dont le prix est entre guillemets relativement marginal par rapport à celui du coût de la voiture ou du coût intrinsèque à l'achat d'une voiture et à l'utilisation d'une voiture. Pour autant, comme l'outil, il subit des contraintes importantes de déformation, de frottement, etc. Et il contribue très directement à l'efficacité de la voiture. Puisque vous avez beau avoir un bon moteur, un bon châssis, un bon pilote, si le pneu n'est pas bon, la qualité du pneu n'est pas bon, forcément, l'efficacité de la conduite du véhicule ne le sera pas également. Donc l'usinage, c'est à peu près la même chose, puisque si vous ne maîtrisez pas la coupe,
ce qui se passe à l'endroit de l'interaction outil-matière. Vous aurez beau avoir une très bonne machine, un très bon opérateur, un très bon environnement, il n'en demeure pas moins que l'opération d'usinage ne sera pas ou que très partiellement maîtrisée. Qu'est-ce l'usinage? Cela concerne, d'un point de vue littéral, tous les procédés de mise en forme par enlèvement de matière, qui regroupent trois grandes familles, le tournage, le perçage et le fraisage. On distingue principalement ces trois grandes familles par le fait que le tournage concerne tous les procédés de mise en forme dits de coupe continue, en milieu confiné ou non. S'agissant du perçage, cela concerne les procédés de coupe continue en milieu confiné. S'agissant du fraisage, cela concerne les procédés de coupe discontinue en milieu confiné ou non. Donc on voit bien là déjà que la façon de solliciter l'outil et la matière en cours d'usinage varie de manière parfois importante selon le procédé considéré et l'opération réalisée. L'environnement technique qui gravite autour de ces différents procédés est très vaste finalement, puisqu'il intègre des notions de méthode et avec cette notion, d'autres sous-notions de programmation, de typologie d'opération, de stratégie de coupe, de paramètres opératoires. Il intègre aussi tout un tas de notions techniques liées à la matière usinée, qu'on aura l'occasion de voir plus tard, au porte-outils également, donc équilibrage, porte-à-faux, type d'attachement, etc. À l'opérateur, donc son expérience, ses connaissances, ses formations, ses qualifications. À l'environnement d'usinage en règle générale, donc température d'un atelier, poussière, magnétisme, variation de température, etc. À l'outil coupant, dont on aura l'occasion de rediscuter également, à la machine-outil, élément également très complexe puisqu'elle intègre tout un tas de sous-notions, à savoir les caractéristiques du bâti, de la broche, caractéristiques de guidage, etc. Et puis des spécificités techniques liées au fluide de coupe, qui influent également parfois de manière très importante sur la capacité de l'opération d'usinage à opérer dans de bonnes conditions. D'un point de vue conceptuel, cette fois-ci, l'approche globale de l'usinage. On l'a vu, l'environnement d'usinage est quelque chose de techniquement finalement très vaste, très compliqué, très diversifié, qui intègre une machine et son lubrifiant, des opérations, un produit et ses fonctionnalités, et les conditions particulières liées à la morphologie du produit. Il n'en demeure pas moins que lorsque tout cet environnement technique est figé entre guillemets, puisqu'on ne change pas tous les jours d'opérateur ou de machine-outil, il reste à définir les conditions opératoires finales qui sont conditionnées par la rencontre de l'outil et de la matière. Et cette définition-là opère souvent sur la base du couple outil-matière qui vise à définir le domaine de fonctionnement optimal d'un outil en fonction d'une matière. Le concept d'approche globale vise justement à définir le domaine de fonctionnement optimal de l'outil coupant, mais en n'oubliant pas nécessairement l'environnement technique autour duquel il gravite. On le voit, tous les intervenants sont reliés entre eux et il est indispensable de les maîtriser séparément et de considérer les liens qu'ils ont les uns par rapport aux autres, y compris au moment final où l'on vient caractériser le domaine de fonctionnement d'un couple outil-matière. Pourquoi? Eh bien, prenons un exemple, la matière. Si pour une raison X ou Y, une entreprise décide de changer de fournisseur de matière, même si la matière intrinsèque reste la même, exemple un inox, quel qu'il soit, le fait de changer de fournisseur peut potentiellement faire en sorte que d'un fournisseur à l'autre, le procédé d'élaboration de la matière diffère, donc l'aptitude du matériau à être mis en forme diffère avec elle. Et donc ça peut poser un problème puisque si vous modifiez l'usinabilité de la matière, forcément, vous allez modifier les paramètres opératoires. Donc forcément, ce sont des notions dont il faut tenir compte.
Définir les conditions opératoires de fonctionnement du couple outil-matière sont absolument primordiales puisqu'elles vont définir tout à la fois, et en l'occurrence, les critères technico-économiques qui encadrent votre opération d'usinage. C'est elles qui vont donc conditionner la qualité, la productivité, ainsi que le coût d'une opération. Cela notamment en fonction de la capacité à usiner vite, longtemps et bien. La physique de la coupe. Pourquoi s'intéresser à la physique de la coupe? Eh bien parce que lorsque l'outil rencontre la matière, il y a un chargement mécanique qui opère dans un premier temps et un chargement thermique qui se crée dans un second temps. Et c'est précisément ce chargement thermomécanique qui va conditionner l'aptitude de l'outil à cisailler et à fragmenter la matière. Et donc, c'est forcément cette opération de cisaillement-fragmentation qui va avoir une influence directe sur la qualité de la pièce finie, donc sur l'intégrité de la pièce que l'on vient mettre en forme, et également sur l'intégrité de la pièce qui sert à mettre en forme, à savoir l'outil. Donc, maîtriser finalement la physique de la coupe, les efforts et la température, c'est quelque part maîtriser à la fois la qualité de la pièce et la durée de vie de l'outil et sa capacité à usiner de manière vite et bien. Le processus de coupe, lorsque l'outil rencontre la matière, est encadré par la section de coupe. C'est donc la zone qui correspond à l'interaction du système d'usinage sur la matière usinée. C'est donc l'endroit stratégique qu'il convient de maîtriser impérativement sur le plan physique et fort température pour justement atteindre ces objectifs qualitatifs, productifs et économiques. On a vu d'un point de vue technique, l'usinage c'est quelque chose de relativement complet qui fait intervenir beaucoup d'acteurs, mais d'un point de vue physique c'est également quelque chose de complexe et un art finalement assez difficile à maîtriser puisqu'il fait intervenir des effets liés à la tribologie, à la dynamique et à la thermomécanique. Souvent, d'un point de vue scientifique et technique, ces différents effets et ces différentes disciplines sont étudiées et sont appréhendées de manière indépendante. Beaucoup de gens vont s'intéresser spécifiquement à la tribologie, à la dynamique ou à la thermomécanique, mais finalement, assez rarement, ces trois effets-là sont intégrés dans une vision globale pour essayer de faire avancer l'usinage. L'usinage, d'un point de vue physique, est conditionné par le principe de la thermodynamique qui lui-même est conditionné par le chargement de l'outil coupant sur la matière usinée. Puisque lorsque l'outil rencontre la matière, il va exercer un chargement d'abord mécanique, ensuite thermique, et donc deux grandeurs physiques vont naître, les efforts et la température, sur le principe physique de trois paramètres. C'est une explication très importante à comprendre et à retenir, puisque l'aptitude de la matière à être mise en forme, cette notion d'usinabilité dont on aura l'occasion de rediscuter, est directement conditionnée par la capacité de la matière à être écrouée, à être déformée et à générer un adoucissement thermique. Puisque quand l'outil rencontre la matière en cours d'usinage, c'est précisément ça qui se passe. Dans un premier temps, il écrouille très fortement la matière, puis ensuite, lorsque le cisaillement s'installe, il va déformer à très haute vitesse la matière, à l'issue de quoi la compétition de ces deux paramètres va créer un adoucissement thermique spécifique dans la zone de coupe qui va aider ou pas le cisaillement, la fragmentation, mais également la productivité de l'outil, de l'opération d'usinage, mais également la durée de vie de l'outil. Dans une section de coupe, peu importe le procédé d'usinage, on observe ce que vous avez ici à l'image, c'est-à-dire 5 zones très spécifiques de champs de déformation plastique
au sein d'un copeau. Ces différentes zones font naître des phénomènes physiques et chimiques très diversifiés qui créent des modifications structurelles de la matière usinante et usinée, des durcissements locaux, des phénomènes de frottement intense, parfois des soudures de la matière usinée vers la matière qui usine ou inversement, et qui créent aussi des processus d'adhésion entre l'outil et la matière, et aussi parfois des réactions chimiques qui créent des diffusions, encore une fois, soit de la matière usinante vers la matière usinée, soit de la matière usinée vers la matière usinante. Et donc, l'interaction de l'outil sur la matière en cours d'usinage fait se générer ce cisaillement et ce copeau. Et à l'endroit de l'outil et de la matière, on distingue 5 zones principales. La zone de cisaillement primaire, c'est celle en rouge que l'on voit sur l'image. C'est celle dans laquelle naît environ 80% de l'énergie générée lorsque l'outil rencontre la matière. La zone de cisaillement secondaire, c'est celle qu'on voit apparaître en vert sur l'image. C'est une zone de frottement entre la phase de coupe de l'outil et le copeau. Et la zone en mauve, ce qui est également une zone de frottement entre la phase de dépouille et la surface usinée de l'outil. Donc, dans cette zone verte, environ 10 à 13% de l'énergie générée est liée au frottement et environ 3% de l'énergie totale générée est liée au fait que la phase de dépouille frotte sur la surface usinée. Il y a également une zone qu'on voit apparaître en jaune, mais qui est une zone anamorphosée, qui est en vérité beaucoup plus petite, qui se situe au niveau de l'arête de l'outil, et qui s'appelle la zone de forte pression hydrostatique. C'est une zone dans laquelle le niveau de température et de pression de contact est extrêmement élevé, mais c'est une zone dite adiabatique puisque son influence sur les autres zones est limitée, voire quasi inexistante, dans la mesure où les phénomènes qui s'y passent sont tellement rapides que il n'y a aucun transfert, aucun échange nécessaire entre les autres zones. La vision pratique maintenant, pour faire le lien entre la physique, les efforts et la température et les aspects pratiques et notamment techniques de l'usinage. Donc on a introduit très très rapidement finalement ces notions physiques et l'idée c'est de, voilà, une fois qu'on sait qu'elles existent et qu'on sait à peu près comment elles fonctionnent, c'est comment les caractériser pour eh bien, choisir les bons paramètres techniques, pour choisir les bons paramètres opératoires. Pour cela, vous avez différentes solutions pour choisir les bons paramètres techniques et les bons paramètres opératoires. Vous avez la possibilité de vous tourner vers les fabricants de la matière que vous usinez, qui parfois peuvent vous prescrire des domaines de fonctionnement en termes de paramètres opératoires. Vous avez la possibilité de vous tourner vers les fabricants d'outils qui parfois proposent également, même souvent proposent des domaines de fonctionnement de leurs outils, mais ce dont vous pourrez vous apercevoir, c'est que ces domaines sont souvent très élargis puisqu'ils répondent à des cas d'application qui le sont tout autant. Donc, ça ne répond pas toujours à vos besoins. Vous pouvez également vous tourner vers l'expérience des gens qui encadrent les opérations que vous allez réaliser et avec eux le bureau méthode, l'opérateur ou d'autres. Le problème de ces types de démarches, c'est qu'ils sont souvent empiriques et ils ne permettent pas tout le temps et pas souvent de capitaliser de la connaissance que vous pourrez acquérir lorsque vous réaliserez des opérations, par exemple, d'industrialisation ou de caractérisation de vos usinages. Donc le dénominateur commun, c'est justement d'utiliser des méthodologies qui ont, entre guillemets, pignon sur rue, des méthodologies normalisées, qui ont recours parfois aux mathématiques pour faire le lien justement entre la physique et la technique, et qui servent justement à définir, par exemple, le domaine de fonctionnement de l'outil coupant. On en a parlé tout à l'heure.
Il y a une méthodologie qui est clairement établie depuis de nombreuses années déjà, qui s'appelle la méthodologie du couple outil-matière, le COM, qui est une méthodologie normalisée, NFE 66501, et dont on retrouve une description pour les principales familles d'usinage, tournage, fraisage et perçage. Cette méthodologie très structurée et très structurante vise à définir selon plusieurs étapes le domaine optimal de fonctionnement d'un outil en faisant varier la vitesse de coupe et l'avance, et parfois l'AP, la profondeur de passe, pardon. Et en réalisant à l'issue de ces premières étapes des essais de durée de vie qui visent à définir finalement les aspects technico-économiques de votre opération d'usinage. Pour caractériser un usinage, que ce soit d'un point de vue scientifique ou industriel, il y a la méthode et il y a les moyens. Les moyens techniques et technologiques sont à l'heure actuelle, avec les évolutions récentes, finalement très nombreux, puisqu'il est possible d'instrumenter une machine-outil de bien des façons différentes. Vous pouvez utiliser des capteurs dynamométriques, tels que les platines dynamométriques à effet piézoélectrique. Vous pouvez utiliser des attachements spéciaux qui vous permettent de relever également effort couple. Vous pouvez également utiliser des capteurs vibratoires, des sondes thermocouple, ou alors utiliser les fonctionnalités de la commande numérique. Par exemple, relever le courant de couple de votre broche pour, par exemple, calculer des couples et des efforts de couple qui vous permettront de mettre en œuvre justement la méthodologie du couple outil-matière. Voilà. Donc les possibilités à l'heure actuelle, au regard des développements qui ont eu lieu ces dernières décennies, sont assez diversifiées et dépendent aussi de vos objectifs et de vos moyens. En règle générale, en termes de bilan, on peut préciser que le coefficient spécifique de coupe que l'on caractérise dans le cadre de la méthode du couple outil-matière, qui est finalement un indicateur très précieux en usinage et qui définit justement la capacité de l'outil à cisailler la matière en cours d'usinage et qui est le rapport de l'effort de coupe sur la section de coupe, eh bien on peut dire que ce coefficient spécifique de coupe est influencé directement par la lubrification, donc par les caractéristiques techniques intrinsèques de la lubrification, mais pas que, sa capacité à résister aux efforts et à la température, sa capacité à gérer la pollution de la matière résiduelle, etc. Sa capacité aussi à évacuer la chaleur hors de la zone de coupe, etc. On peut dire également que le lubrifiant, sur la base des mêmes principes, influence également le coefficient, directement le coefficient spécifique de coupe, puisqu'il va influencer le coefficient de frottement à l'interface outil-matière, et puis sa capacité à résister dans le temps va également être une notion importante. Il est influencé par le Listel et ou le Briscopo, puisque en fonction de la proéminence du Listel et du Briscopo, on va avoir un niveau finalement énergétique, donc du coefficient spécifique de coupe, plus ou moins élevé. Par contre, on dit qu'il est peu dépendant de la vitesse de coupe, eh bien parce que quand vous vous situez dans le domaine de fonctionnement optimal d'un couple outil-matière, c'est-à-dire dans un régime pseudo-stabilisé, le niveau du coefficient spécifique de coupe varie peu finalement. De même pour la nuance du substrat, lorsque vous déterminez finalement la bonne nuance de substrat, eh bien c'est un paramètre qui varie finalement assez doucement dans le temps, associé bien sûr aux bons paramètres opératoires et à une bonne maîtrise de l'usinabilité. Il est influencé en revanche par l'acuité d'arête, puisqu'on l'a vu tout à l'heure et on aura peut-être l'occasion de le repréciser. 80% de l'énergie générée lorsque l'outil rencontre la matière est générée à l'endroit de l'arête de coupe.
et il est peu dépendant de la profondeur de passe, qui est souvent très directement liée à l'opération d'ébauche, de semi-finition ou de finition que vous souhaitez réaliser. On a introduit la physique de la coupe et toutes les notions qui gravitent autour de la façon de caractériser cette physique de la coupe. Maintenant, on va aborder la notion de coupe, mais du point de vue de la partie usinée. En premier lieu, une classe matière permet de pouvoir réaliser des choix d'outils coupants et des conditions de coupe fiables en fonction d'un classement normalisé du matériau usiné. L'usineur doit donc disposer de données de base fiables afin d'éviter de devoir analyser systématiquement l'usinabilité des matériaux qu'il met en forme, qu'il transforme. Et donc pour cela, une méthodologie de classement des matières permet un regroupement par famille. La règle de ce regroupement vise à définir que deux matières différentes appartiennent à la même classe si un outil coupant peut techniquement usiner ces deux matières et être employé avec les mêmes conditions de coupe pour deux matières différentes ou évolue de manière linéaire en fonction de la résistance mécanique. Les différentes familles, vous les connaissez, je pense, à peu près tous. Elles sont au nombre de 6 et définies par la norme ISO 513. On retrouve la famille des aciers à copeaux longs, inox ferritique et martensitique, indice P, la famille des inox austinitiques, indice M, la famille des ferreux à copeaux courts, les fontes, indice K, la famille des métaux et alliages non ferreux, indice N, les alliages réfractaires, indice S, et les aciers et fontes trempés, indice H. L'usinabilité dans le monde de l'usinage par enlèvement de matière, c'est une notion qui est clairement établie puisqu'elle définit le concept et l'aptitude plutôt de la matière à être mise en forme. Cette aptitude de la matière à être mise en forme est conditionnée bien sûr par le système usinant, donc le type de machine-outil que l'on utilise, la rigidité de la machine-outil, la puissance, etc. Mais elle est aussi et surtout conditionnée par la matière usinée, donc ses caractéristiques, et la matière usinante, donc aussi ses caractéristiques. Et en l'occurrence, en termes de caractéristiques de la matière usinée et usinante, les propriétés thermiques, les propriétés chimiques et les propriétés mécaniques, dont on aura l'occasion de rediscuter juste ensuite. Si l'on reprend la section de coupe à l'interface outil-matière, on peut voir toujours cette zone de cisaillement primaire en pointillé rouge, qui est une zone dans laquelle le travail opère en cisaillement et dans laquelle on observe des déformations importantes que l'on qualifie d'élastoviscoplastiques, donc des déformations élastiques, des déformations visqueuses et plastiques. Dans la zone de cisaillement secondaire, on a un travail qui est uniquement dû au frottement de la phase de coupe sur la surface en contact du copeau avec cette phase de coupe. Donc on a là un contact glissant. Dans la zone de cisaillement tertiaire, donc contact phase de dépouille, surface usinée, on a également un travail de frottement intense, donc un contact glissant également. Et dans cette même zone, donc zone de cisaillement tertiaire, on a un travail également d'écrouissage superficiel de la matière que l'on vient d'usiner, donc de la surface finie, puisque la phase de dépouille écrouille très légèrement, parfois de manière plus importante, la surface finie. Et puis, on a cette zone entourée en jaune de zone de forte pression hydrostatique, donc zone adiabatique dans laquelle on a un écrouissage intense et un contact que l'on qualifie de collant glissant, puisque l'on a une situation un peu transitoire du comportement de la matière dans cette zone-là, puisque soit la zone passe, soit la matière passe dans le copeau, soit elle reste dans la surface finie. C'est pour ça qu'on a un contact un peu hasardeux parfois et que l'on qualifie de collant glissant. Bien sûr, la capacité d'un matériau à être mis en forme et donc son usinabilité sont conditionnés par les aspects techniques
et les caractéristiques de la matière, et en l'occurrence les caractéristiques mécaniques, physico-chimiques et les caractéristiques structurelles de la matière. Les caractéristiques mécaniques sont principalement conditionnées par l'allongement de la matière, qui va avoir un lien direct sur l'aptitude du matériau à plus ou moins bien se fragmenter. La sensibilité à l'écrouissage, ainsi que la résistance mécanique, qui vont, pour ces deux paramètres, plutôt avoir un lien avec la capacité à optimiser ou pas la durée de vie de l'outil coupant et les notions qui vont influer sur les notions d'intégrité de la pièce usinée. Les caractéristiques physico-chimiques vont quant à elles avoir un lien direct avec les aspects liés à la conductivité thermique, mais aussi avec la compatibilité métallurgique. On ne peut pas usiner avec n'importe quel outil, n'importe quel matériau, puisqu'il peut y avoir une compatibilité métallurgique entre l'outil et la matière que l'on usine. Donc, cette compatibilité-là, typiquement, peut générer une dégradation à la fois de la productivité et de la durée de vie. De même pour la thermique, dont on aura probablement l'occasion de rediscuter un peu plus tard. Et puis, il y a la structure de la matière. La taille des grains joue un rôle important sur la capacité du matériau à être mis en forme. De même, les inclusions. Les inclusions, si elles sont maîtrisées en termes de pourcentage et de répartition, donc d'homogénéité, elles peuvent, dans certains cas de figure, être favorables à l'aptitude du matériau à être mis en forme. À l'inverse, si elles ne sont pas maîtrisées en termes de pourcentage et de répartition, elles peuvent dégrader l'usinage et donc l'usinabilité, puisqu'elles peuvent par exemple créer des points durs qui peuvent créer donc des pics de dureté locale qui grèvent la durée de vie et la productivité de l'usinage. Et il y a également la composition de la matière qui est très importante, puisque certains éléments chimiques vont avoir tendance à défavoriser l'usinabilité, alors que d'autres, eux, vont avoir tendance à la favoriser, l'usinabilité. Donc c'est toutes ces choses dont il faut tenir compte et au moins avoir une vision partielle pour comprendre où on met les pieds au moment où on essaye de faire les bons choix techniques liés à l'outil coupant et liés aux paramètres opératoires. La partie usinée intègre également des notions, on l'a rappelé tout à l'heure quand on évoquait la physique de la coupe, des notions liées à l'intégrité de la surface que l'on usine sur la pièce que l'on usine. La notion d'intégrité de surface a pour objet de représenter des paramètres liés à l'état de surface, à l'aptitude fonctionnelle de la pièce, à ses propriétés fonctionnelles, à ses aspects physico-chimiques, à ses aspects géométriques, macro ou microgéométriques. Bien que ce soit une notion absolument fondamentale qui conditionne à la fois l'efficacité de vos usinages et la qualité de la pièce finie, il faut remarquer que les normes actuelles omettent de définir justement la description de paramètres liés à l'intégrité, comme par exemple la bavure, les fissures, les brûlures, les couches blanches, etc. Pour autant, ces éléments sont absolument prépondérants dans la qualité ou la non-qualité finale de la pièce que vous réalisez. Un autre point important concernant l'intégrité de la matière concerne les contraintes résiduelles. En termes d'origine, la formation des contraintes internes dans une pièce trouve justement sa source en fonction des sollicitations de la pièce, chimique, thermique ou mécanique, en fonction aussi des matériaux et de ses caractéristiques, donc la phase ou les phases des matériaux, les inclusions, les défauts du réseau cristallin, mais elles sont surtout liées au mode d'élaboration. Donc le type d'usinage qui permet de mettre en forme la pièce finie, les traitements thermiques que cette pièce va pouvoir subir au cours des différents procédés de mise en forme, mais également son mode d'élaboration. Le mode d'élaboration d'une matière brute joue également un rôle absolument fondamental sur l'usinabilité et la capacité d'un matériau à être mis plus ou moins facilement en forme.
En termes d'intégrité de surface, en termes d'intégrité, il y a aussi l'intégrité de surface. Et en usinage, la maîtrise des états de surface a un coût. Pourquoi? Parce que plus vous allez viser une intégrité de surface élevée, plus ça va nécessiter d'usiner longtemps, donc plus ça va être cher, pour faire un raccourci relativement simple. Dans la pratique, l'usinabilité des aciers est conditionnée bien sûr par les éléments d'addition qui composent la matière, mais qui est aussi conditionnée principalement par le taux de carbone. Plus vous en avez, plus l'usinabilité se dégradera, et inversement. Concernant les alliages dits réfractaires, eux, ils sont souvent conditionnés par les caractéristiques techniques finales du produit, de la pièce que vous mettez en forme, qui parfois, même souvent, pénalisent finalement l'usinage et l'usinabilité. Et donc typiquement, la capacité de la pièce finale à conserver ses propriétés mécaniques à haute température va faire en sorte que à l'usinage, vous allez avoir des forces de coupe élevées et des phénomènes thermochimiques qui vont s'installer et qui vont de surcroît et de facto plutôt conditionner à la fois la productivité, la qualité et la durée de vie de vos usinages. Pareil pour les alliages réfractaires qui ont une résistance élevée au cisaillement, une mauvaise conductivité thermique, une tendance à l'écrouissage parfois importante, c'est le cas de certains inox, mais pas que, des inclusions de particules dures et une aptitude à la trempe qui vont conditionner tout à la fois, c'est-à-dire des forces de coupe élevées, une haute température de coupe, une usure en entaille, etc. Donc tout ça, ça va avoir un lien très direct sur la limitation de votre niveau de productivité, sur les risques d'usure accélérée ou prématurée de votre outil coupant et sur tous les problèmes que vous pourrez rencontrer au cours de l'usinage, la fragmentation, les problèmes de recyclage copeaux et ainsi de suite. L'usinabilité peut être évaluée conformément donc à la norme dont on parlait tout à l'heure, du couple outil-matière, dont on rappelle quelle est la norme NFE 66520 et cette notion d'usinabilité et de qualité peut être contrôlée à partir des 4 paramètres que l'on voit ici sur ce slide, à savoir le contrôle copeaux, l'état de surface de la matière ou de la pièce que vous usinez, le débit copeaux et les efforts de coupe, pour avoir une vision finalement objective et pragmatique en termes de discrimination des paramètres techniques qui encadrent le processus d'usinage. S'agissant de la coupe, mais du point de vue de la partie usinante, donc de l'outil coupant, les caractéristiques générales d'un outil coupant sont conditionnées par les notions des notions qualitatives, quantitatives et productives que l'on souhaite imputer à l'opération d'usinage. Et donc finalement, un outil coupant doit être, en règle générale, bon dans différents domaines. Il doit bien résister à la pression, il doit avoir, si possible, un prix de vente le plus faible possible, une bonne résistance au choc, donc liée à la notion de ténacité, une bonne résistance à la pénétration liée aux notions de dureté, une bonne résistance mécanique au frottement, également liée à la dureté et donc résistance à l'usure, une faible adhésion avec le matériau usiné sous haute pression et haute température, une grande stabilité chimique vis-à-vis du matériau usiné et de l'atmosphère environnante. Une bonne résistance à la chaleur, si possible conserver ses propriétés à haute température et on verra que c'est pas nécessairement une mince affaire. Comme dans la vie courante, le choix d'un outil coupant se fait sur la base d'un compromis, puisque la métallurgie, vous la connaissez probablement bien, elle résulte elle-même d'un compromis, puisqu'une pièce métallique ne peut pas être dure et tenace à la fois. Elle peut être un compromis des deux. Et bien, pour un outil coupant, c'est la même chose. Néanmoins, une règle d'usage courant veut que la dureté de la plaquette doit être au minimum 3 à 5 fois supérieure à la pièce qu'on usine à température ambiante, tout en sachant que la dureté, ok, mais la dureté à haute température.
puisque l'enjeu de l'usinage, c'est que l'on va essayer de maîtriser à la fois les efforts, les puissances, mais aussi la température, mais que, et on n'y échappe pas, le contact de l'outil sur la matière en cours d'usinage provoque une élévation de température, parfois très importante, qui va dégrader les propriétés intrinsèques de votre outil. Donc, choisir aussi une dureté en fonction à la fois de la dureté, mais du matériau que vous usinez. Exemple, si vous usinez un matériau réfractaire, de surcroît fortement écrouissable, eh bien, il faudra peut-être majorer ce coefficient multiplicateur. De même, si vous réalisez une opération de finition qui nécessite souvent d'avoir un outil très dur, avec une coupe très franche, vous allez avoir besoin de majorer ce coefficient multiplicateur en termes de dureté. Un outil coupant, c'est un substrat, un matériau bien sûr, mais c'est aussi une géométrie, puisque la mise en œuvre d'un outil coupant ne peut s'envisager sans évoquer sa géométrie. Nombreux sont malheureusement les utilisateurs à choisir un outil coupant pour son matériau, quasiment uniquement pour son matériau et ses propriétés, sans forcément avoir un regard précis et discriminant sur la géométrie et la microgéométrie dont on verra tout à l'heure ce qu'elle est. Cela peut donc conduire à des problématiques parfois importantes, mais à chaque propriété de matériau d'outil coupant, et à chaque type d'opération correspond une géométrie optimale, dont on verra une description tout à l'heure. Il existe de nombreux matériaux d'outils coupants, mais la famille la plus représentée dans l'environnement des outils coupants reste quand même malgré tout les outils coupants en carbure de tungstène à liant cobalt. On voit que tous ont des aptitudes différentes, que ce soit en dureté, en termes de ténacité, on l'a rappelé tout à l'heure, mais aussi de résistance à la chaleur, puisque par exemple, lorsque ce sera possible, on aura recours à, par exemple, des céramiques très dures, très cassantes, mais aussi très, par exemple, résistantes à la chaleur. Justement, s'agissant de la plus grande famille des outils coupants, celle des carbures de tungstène à liant cobalt, ce que l'on peut dire à ce sujet, c'est qu'elles sont issues d'une composition de grains durs, ce sont les carbures de tungstène, et d'une substance liante, c'est le cobalt. Et c'est précisément le réglage en termes de pourcentage du cobalt dans ce mélange qui va régler finalement l'aptitude de votre matériau à être soit dur, soit tenace, soit un compromis des deux. Donc grosso modo, plus vous avez de cobalt, plus vous avez de liant, et plus vous avez un outil tenace, donc capable de résister au choc. Et inversement, moins vous en avez, plus vous avez un outil dur, capable d'usiner, par exemple, plutôt plus dans le cadre d'opérations de finition, par exemple. Le revêtement peut jouer un rôle parfois important dans le cadre de l'usinage, puisque son rôle prioritaire est d'optimiser le coefficient de frottement à l'interface outil-matière pour justement optimiser le glissement de l'outil sur la matière en cours d'usinage. Le fait d'optimiser ce frottement permet justement de générer moins de chaleur et donc de favoriser finalement à la fois la productivité et la durée de vie lors de l'opération d'enlèvement de matière. Puisque en termes de chaleur, de thermique, plus on va avoir une élévation en température avec des outils carbure liés en cobalt, et plus on va prendre le risque d'user de manière prématurée l'outil coupant, puisque à haute température, le cobalt s'active chimiquement et a plutôt tendance à migrer vers la particule, vers la pièce que l'on usine. Donc, il aura plutôt capable à perdre son liant et à s'user rapidement. Le revêtement peut également avoir un rôle sur la dureté. Il peut également optimiser cet aspect-là, optimiser le contact en termes de dureté à l'interface outil-matière. Donc, pour les mêmes raisons que le substrat, c'est un plus que l'on peut amener grâce au revêtement. Et il peut éventuellement servir de barrière thermique, d'isolant thermique, pour, toujours selon le même principe, optimiser à la fois les paramètres de productivité et de durée de vie.
de l'outil coupant. On le voit, le revêtement à l'instar de l'outil dans son ensemble et du substrat en particulier, il doit présenter des notions de dureté, de résistance à l'abrasion, de résistance à l'adhésion, de tenue à la température, de résistance à l'oxydation et de coefficient de frottement. Le revêtement peut être déposé de différentes façons, mais les deux principales familles restent le CVD et le PVD, donc dépôt chimique et physique, à des températures différentes pour des objectifs différents en fonction du substrat et de l'épaisseur de revêtement souhaitée. La géométrie globale d'un outil coupant est conditionnée bien sûr par sa forme générale. On a ici l'exemple de forme ronde ou de plaquettes orthorhombiques de tournage. Et la géométrie d'un outil est également conditionnée par la géométrie de coupe, donc les principaux angles de coupe, angle de dépouille, mais pas que, et également par sa microgéométrie. On l'évoquait tout à l'heure, c'est la géométrie du coupant, donc de l'arête de coupe, forme et dimension. En l'occurrence, elle peut prendre 3 formes pour plusieurs dimensions. Ces 3 formes sont celles que vous voyez à l'écran, en bas au milieu, donc full rayonné, avec un plat ou avec une goutte d'eau. C'est un plat, c'est une autre forme, voilà, du coupant. Ces différentes formes peuvent servir soit à protéger l'arête de coupe parce que vous êtes dans des conditions, on va dire, de sollicitation extrême, soit favoriser le tranchant parce que, par exemple, vous usinez des matériaux fortement ductiles. Donc, en fonction d'un cas de figure ou d'un autre, vous devrez vous orienter vers une forme ou une autre dans des dimensions qui vont bien. La géométrie de coupe possède un rôle, donc on l'a dit, important sur l'aptitude, donc l'efficacité de l'outil à cisailler, à fragmenter la matière, puisqu'elle a un impact direct sur la qualité, la capacité à obtenir les dimensions et l'état de surface souhaité, la productivité ainsi que la durée de vie, donc la capacité à optimiser la nature du contact outil-matière et notamment à optimiser les notions de rentabilité technico-économique via la productivité et la durée de vie de vos usinages. La géométrie peut aider à mieux cisailler et à mieux fragmenter la matière via la notion justement de fragmentation du copeau qui permet typiquement d'éviter des notions de recyclage, c'est-à-dire recyclage copeau lorsque l'outil, une fois fragmenté, repasse en dessous de l'outil, ce qui crée un écrouissage intense à la fois de la matière que vous usinez et de la matière qui est usinée, donc l'outil coupant, ce qui peut dégrader tout à la fois, c'est-à-dire la matière usinée et la matière usinante, d'éviter le bourrage copeau, comme ça peut être le cas en perçage, mais pas que, et d'éloigner surtout de l'outil coupant et de la pièce usinée la chaleur générée par la coupe, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, la chaleur générée dans la zone de coupe à l'interface outil-matière peut être évacuée par le copeau, hein, puisqu'il emmagasine de la chaleur, donc plus longtemps il reste en contact avec l'outil et la zone de coupe, et plus il va perturber l'équilibre thermique. Et plus longtemps, plus vite il s'évacue, moins il perturbera cet équilibre. Cela permet donc très directement d'augmenter la qualité de l'usinage et donc la durée de vie de l'outil coupant. La notion de géométrie est également très importante puisque la géométrie d'un outil est définie, on dit outil en main, et par la norme NFE 66502. Donc outil en main, outil statique. C'est comme ça que les bureaux techniques définissent la géométrie d'un outil coupant, sauf que cette géométrie-là va évoluer en fonction de la cinématique de coupe, c'est-à-dire au moment où on va appliquer les vecteurs vitesse de coupe et vitesse d'avance, puisque en appliquant une vitesse de coupe et une vitesse d'avance à un outil coupant, le vecteur résultant qui s'appelle vecteur effectif va s'incliner d'un certain angle que l'on appelle delta, et c'est cet angle-là, la valeur de cet angle-là, qui va se répercuter sur toute la géométrie de votre outil. C'est pour ça que l'on dit que l'outil en main, la géométrie de l'outil en main n'est pas la même que celle de l'outil en travail,
au regard de ce que je viens de vous expliquer. Donc typiquement, c'est à cause de ça que l'on s'expose par exemple à des risques de talonnage, c'est-à-dire de frottement plus ou moins intense de votre surface de dépouille sur la matière que vous usinez. Et donc, vous comprenez bien selon ces explications-là que le fait que la géométrie varie selon que l'on soit en statique ou en dynamique, ça va conditionner encore une fois vos notions de productivité, de qualité, de durée de vie, donc vos notions technico-économiques de l'usinage. L'usure des outils coupants. On vient de l'expliquer de manière implicite ou explicite, l'outil au contact de la matière subit des agressions importantes d'un point de vue mécanique, d'un point de vue thermique, d'un point de vue chimique, qui peuvent conditionner à la fois son usure et sa capacité à usiner bien et vite. Donc l'étude de l'usure est quelque chose d'important sur lequel il faut avoir un regard précis et détaillé. L'étude de l'usure permet donc de prédéterminer le mode d'usure et le moment où la partie active devrait être changée ou réaffûtée. L'usure agit notamment sur l'état de surface, les contraintes résiduelles, la fragmentation du copeau, le respect des codes dimensionnels, les efforts d'usinage, etc., etc. Les usures des outils peuvent être décrites de plusieurs manières différentes, à savoir par la quantification du type d'usure via des indicateurs tels que l'usure en dépouille VB ou l'usure en cratère KT. Donc usure en dépouille, sur votre phase de dépouille et usure en cratère sur votre phase de coupe. Les phénomènes d'usure par abrasion, diffusion, adhésion ou oxydation doivent également être maîtrisés pour savoir comment adapter soit les paramètres opératoires, soit les paramètres techniques. Donc le type d'usure, en dépouille, en cratère, en entaille ou autre, doit faire le lien avec toutes ces notions-là. La mise en service, hors service d'un outil coupant peut être provoquée par différents phénomènes mécaniques et ou physico-chimiques, on a dit, puisque en augmentant par exemple la vitesse de coupe, on va augmenter les frottements intenses à l'interface outil-matière et donc l'élévation en température, donc les risques physico-chimiques, mais on va également en augmentant les frottements, on va également supprimer de la matière de l'outil et donc modifier sa géométrie locale et donc modifier son efficacité réelle. Par l'intermédiaire de cette efficacité, je parle notamment des efforts et de l'équilibre thermique qui conditionnent le processus de cisaillement et de fragmentation. Les manifestations de l'usure permettent d'apprécier l'évolution de l'usure en fonction de différents paramètres géométriques mesurables, dont les principaux sont décrits par la norme du couple outil-matière 66520. On retrouve l'usure en entaille, la défaillance brutale, la défaillance préliminaire, qui assimile au rodage, la défaillance prématurée, l'écaillement et fissuration, l'usure en cratère, les déformations du bec de l'outil, l'usure en dépouille. Les principales sont celles à côté desquelles on retrouve les petites étoiles rouges, tout en sachant que d'un point de vue expérimental, y compris au pied d'une machine dans le cadre d'un process industriel, l'usure la plus facile à mesurer est celle qui de toute façon est inévitable puisqu'il y a un frottement entre la phase de dépouille et la matière usinée, c'est l'usure en dépouille, puisque l'usure en dépouille correspond à la distance qui sépare l'arête de coupe neuve de la surface la plus éloignée en matière de frottement sur votre phase de dépouille. Voilà, la présentation arrive tout doucement à sa fin. Nous avons survolé les principaux, en guise d'introduction, les principaux paramètres qui gravitent autour de la coupe. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, vous avez différentes possibilités. La première, c'est éventuellement de souscrire à la masterclass réalisée par moi-même et qui traite spécifiquement du sujet de la coupe, dont on verra quel est le contenu juste après. Ou vous pouvez avoir la possibilité, tous autant que vous êtes, puisque vous n'avez pas nécessairement besoin d'être cotisant au CETIM, vous avez la possibilité de télécharger le guide que j'ai réalisé, un guide sur la coupe,
dont d'ailleurs le contenu de la masterclass et de cette présentation-là est issu, mais qui est moins complet, bien sûr, en termes d'explication et de détails que la masterclass. Pour télécharger ce guide, vous devez aller sur le site du CETIM, créer un compte si ce n'est pas déjà fait et aller au bout du processus de création de ce compte. Puis, grâce au lien que vous retrouverez et que l'on voit apparaître ici, eh bien, vous téléchargerez ce guide qui fait une 150aine de pages et dans lequel vous retrouverez toutes ces notions en première approche, mais de manière un peu plus détaillée, d'usinabilité, d'outils coupants, de physique de la coupe, etc., etc. La masterclass coupe et son objectif, eh bien, c'est d'optimiser la robustesse des usinages en approfondissant spécifiquement la connaissance d'axes techniques de premier ordre autour du sujet spécifique de coupe dont on a cessé de répéter qu'elle était la pierre angulaire de l'usinage, puisque la mise en forme par usinage et restera et aura comme objectif toujours absolument fondamental que de bien cisailler et fragmenter la matière pour accéder à des notions de productivité et de qualité qui permettent de pérenniser les activités d'usinage. Voilà. Donc l'objectif en termes de savoir de cette masterclass, c'est de comprendre les notions physiques de base dans la zone de coupe et en tenir compte dans les différents processus de décision technique au moment où vous choisissez une matière, au moment où vous formez un personnel, au moment où vous choisissez des paramètres opératoires, au moment où peut-être vous choisissez une technologie, une machine, au moment où vous développez peut-être une technologie, pourquoi pas. Bref, vous voyez que c'est finalement au cœur des enjeux techniques. Et donc le savoir-faire, c'est être capable de mieux choisir justement les paramètres process, pré-industrialisation, industrialisation, ou alors optimiser des paramètres existants. Être capable d'appréhender le rôle et les enjeux de la coupe sur les paramètres techniques environnants. En termes d'enjeux, c'est justement contribuer à accompagner l'entreprise dans sa volonté de développement afin de conserver un avantage concurrentiel, contribuer à améliorer le dialogue technique entre les différentes professions de la production industrielle d'une entreprise, mais pas que, contribuer à augmenter le dialogue, par exemple, avec un fournisseur outil, avec un fournisseur de matière, avec un fournisseur de brut. Bref, vous voyez, le milieu est là est assez vaste finalement. Et tout ça, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de la maîtrise des enjeux de la coupe. Donc, contribuer à améliorer le dialogue avec un écosystème très élargi qui gravite autour de l'usinage par enlèvement de matière. Considérer la coupe, c'est donc, comme un sujet à part entière, c'est donc permettre incontestablement de contribuer à augmenter la compétitivité industrielle en optimisant et en fiabilisant les usinages, en réduisant les coûts de production, en optimisant les conditions opératoires qui vous permettront qualitativement de faire mieux et pourquoi pas de faire plus vite, de dimensionner de façon optimale l'outil de production. Ça ne sert à rien d'avoir des machines qui font de la surqualité. Encore faut-il avoir une vision objective de ce qui se passe à l'endroit de la coupe en matière de rigidité, de puissance consommée, etc. Meilleure maîtrise des fluctuations des matériaux usinants et capitalisation des données de production et des phases de mise au point absolument fondamentales pour éviter d'avoir à faire et à refaire perpétuellement les mêmes choses, parfois même les mêmes erreurs, et aussi pour transmettre ces informations-là, pourquoi pas, d'une génération à une autre. En termes de contenu, cette masterclass coupe regroupe un tronc commun que vous voyez entre l'étape 0 et l'étape 5, qui intègre les principaux items que l'on a vus très rapidement aujourd'hui ensemble, sur environ 2 jours. Et puis, vous avez ensuite des options modulaires. C'est le cas de la partie 6 et 7, 6A, 6B, 6C, qui traitent spécifiquement des assistances de l'usinage, donc par exemple du rôle des fluides de coupe, du rôle élargi des fluides de coupe, puisque c'est l'assistance la plus répandue aujourd'hui. Mais on traite également de la cryogénie, de l'assistance vibratoire et d'autres choses. On traite également de l'usinage 4.0, puisque l'usinage 4.0 et la coupe, c'est en fait un couple
indissociable. On traite également des critères de choix d'une machine-outil sur la base de ce que je viens de vous dire, et notamment des notions qui gravitent autour de la coupe. Et on réalise dans le cadre du module 7, sur une demi-journée environ, des essais de mise au point sur la base d'une démarche de coupe outil matière et d'une machine instrumentée en effort, et pourquoi pas dans certains cas de figure en température et ou en vibration, pour eh bien, regarder ce que l'on observe lorsqu'on fait varier les paramètres techniques sur ces différents sujets effort, température, vibration. En termes de prestations, le CETIM peut vous accompagner sur de l'expertise ou du conseil en matière d'usinage, sur de la formation, de transfert de connaissances, ou pourquoi pas sur des programmes de R&D qui bien souvent en plus bénéficient d'accompagnement économique et donc vous permettent de travailler efficacement et avantageusement d'un point de vue financier sur des sujets de développement des sujets de R&D. Donc un détail un peu plus précis en termes d'accompagnement, on peut le faire sur des opérations de caractérisation et validation de process, process innovants, pourquoi pas, la cryogénie, on en parlait, accompagnement à l'industrialisation de vos pièces, pourquoi pas aussi, et puis sur tout un tas de formations liées à de l'expertise sur du chiffrage pièces, sur de la coupe, sur comment se servir d'un tour, des aspects plus fondamentaux de la technique par exemple. Voilà, donc vous pourrez retrouver sur le site de CETIM et les différentes rubriques de nombreux événements proposés par le CETIM en présentiel ou en distanciel. Un accès à la mécathèque qui vous permet justement d'accéder à beaucoup de documents techniques issus soit des études réalisées par le CETIM dans le cadre d'actions collectives, donc pour le compte de la communauté, soit tout un tas de guides, dont celui sur la coupe que je citais tout à l'heure. Vous avez également une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez des témoignages, soit d'industriels, soit d'actions ou de travaux réalisés par le CETIM. Vous pouvez également suivre au quotidien l'actualité professionnelle du CETIM sur LinkedIn, puisque vous y retrouverez des informations finalement riches et variées. Et vous retrouverez également tout un ensemble de contributions très techniques sur par l'intermédiaire d'articles sur les techniques de l'ingénieur, sur les thématiques justement que l'on vient d'aborder. Voilà. Donc, on peut passer à la phase de questions, de remarques et d'échanges si, bien sûr, vous avez des questions, des remarques ou des échanges que vous souhaitez formuler ou aborder. Voilà, je vous redonne la parole. Alors, merci pour cette présentation. Donc, on va passer aux questions. Je rappelle aux participants que vous pouvez les poser dans le chat. Alors, je vais commencer par deux questions qui ont été posées sur la masterclass coupe. Il y a une personne qui nous demandait combien ça coûtait. Alors, c'est très variable. C'est une masterclass qui est en fait très dépendante du contenu que vous voulez voir finalement. Si vous souhaitez la masterclass dans sa formation complète sur site, bon, ben forcément, ça va pas avoir le même coût que si vous venez au CETIM ou autre. Donc, il n'y a pas de coût nécessairement fixe à communiquer, mais je vous invite à vous rapprocher du CETIM, et en l'occurrence de moi-même, par l'intermédiaire des coordonnées qui vous sont communiquées en bas de ce slide. Et puis, je me ferai un plaisir de vous transférer la plaquette dans laquelle on reprend tous les éléments en termes d'explication de cette masterclass coupe et quelques éléments rapides de tarification pour vous faire une idée en fonction de ce que vous choisirez. Voilà. Merci. Et du coup, une deuxième question sur cette formation. Est-ce que vous abordez les relations microstructures de la matière usinée et contraintes résiduelles vs conditions de coupe et géométrie des OC? Oui, tout à fait. C'est des choses qui, bien sûr, sont abordées puisqu'elles ont un rôle absolument fondamental. On a cessé de le répéter de manière implicite. La notion d'écrouissage,
contrainte de compression, la notion thermique, contrainte de traction, parfois un mix des deux, contrainte de traction-compression, la microstructure également effectivement de la matière usinée. Après, l'objectif de cette formation-là, il ne faut pas se tromper, c'est pas une formation de métallurgiste ou de fabricant d'outils coupants. Cette formation-là, elle a vraiment pour objectif de cibler de manière précise et élargie effectivement le rôle du matériau au moment où on vient le mettre en forme, le rôle de l'outil coupant, etc. Mais voilà, c'est les limites de cette formation-là. Mais malgré tout, on rentre dans un niveau de détail quand même très élargi qui permet d'avoir une vision finalement panoramique de à la fois tous les paramètres techniques qui gravitent autour de ces aspects et des enjeux liés à ça pour faire les meilleurs choix possibles et avoir un dialogue le plus performant possible avec les différents interlocuteurs que l'on évoquait tout à l'heure. Merci. Alors, je passe aux questions sur la présentation. Mis à part les défis techniques de process, quel est l'avantage de l'utilisation de fluides cryogéniques pour la mise en forme de pièces métal? Alors, ça dépend de quel matériau on parle, mais si on fait simple, la cryogénie aujourd'hui en usinage, c'est deux typologies de cryogénie. C'est l'assistance cryogénique par LN2, azote liquide, environ moins 180 degrés, et l'assistance cryogénique CO2, environ moins 80 degrés. L'idée de la cryogénie, c'est de créer un équilibre thermique un peu plus favorable pour optimiser le processus de système en fragmentation et donc optimiser à la fois les notions de productivité, donc techniquement on peut potentiellement usiner plus vite, plus longtemps et sur la base d'une meilleure qualité. Pourquoi? Parce que si par exemple on usine un matériau réfractaire, un inox ou un titane qui renvoie beaucoup de chaleur à l'outil, c'est précisément ce qui va faire en sorte que vous ne pourrez pas usiner vite et parfois pas longtemps. Et donc la cryogénie, elle intervient dans ce sens. Elle permet de créer un adoucissement thermique dans la zone de coupe plus favorable à ça pour usiner plus vite et plus longtemps. Ça, c'est sur le papier. Dans la pratique, l'usinage cryogénique n'est encore pas une technologie plug and play, puisque il n'est pas aussi simple que ça, surtout en fonction du procédé considéré, d'implémenter cette solution-là. Mais au CETIM, on peut vous accompagner pour réaliser des essais de faisabilité ou pour vous accompagner sur le choix technique, puisque par exemple en fraisage, il faut le savoir, l'utilisation de la cryogénie LN2 azote liquide nécessite un joint tournant spécifique qui va contraindre finalement la machine à tourner avec une fréquence de rotation broche limitée. Votre broche ne pourra pas tourner à sec aussi. À l'inverse, le CO2 est une technologie beaucoup plus polyvalente puisqu'elle permet un usinage à sec entre guillemets, donc la broche peut tourner à vide et elle peut permettre aussi de switcher sur d'autres technologies et revenir sur de la technologie par lubrification ou autre, ce que ne permet pas de faire une machine implémentée en cryogénie LN2. Voilà, on pourra encore en discuter longtemps, mais c'est des discussions qu'on aborde aussi assez largement finalement dans la masterclass coupe. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces sujets-là, moi je vous invite à vous rapprocher du CETIM. Merci. Alors, une question suivante. Est-ce qu'il y a une définition acceptée de l'aiguisement, sharpness d'un outil? Écoutez, je sais pas de quoi on parle. Et il faut, lorsqu'on parle de définition, il faut toujours mettre en perspective le type d'opération d'usinage réalisé, procédé, matière usinée, régime de coupe, etc. Après, si c'est purement technique, purement technique, c'est-à-dire que on se soucie que de la géométrie de l'outil intrinsèque en fonction de ses utilisations potentielles. Là, c'est défini par la norme dont vous m'excuserez, mais j'ai plus nécessairement la définition ni la désignation en tête, mais qui était rappelée dans cette présentation que vous retrouverez en rediffusion. Donc, je vous invite soit à consulter la norme, soit encore une fois de vous rapprocher du CETIM, mais on creusera ce sujet-là ensemble pour voir
à quelle réponse on peut accéder en fonction des précisions qui vont bien sur la question posée. D'accord. Il y a une question suivante d'une participante qui demande est-ce qu'il est possible de revenir sur la partie revêtement de l'outil de coupe, les rôles, la possibilité de faire des multicouches et ce que cela apporte, ainsi que les différents dépôts chimiques et physiques. Oui, alors ça c'est pareil, c'est un sujet très vaste qui est abordé dans le cadre de la masterclass. Je ne sais pas si je peux le résumer, mais c'est clair que le revêtement c'est quelque chose de fondamental. Le revêtement, il est défini par à la fois le nombre de couches qu'on utilise, l'épaisseur de couches qu'on utilise et le type de dépôt. Exemple, un dépôt à chaud pourra être plutôt difficilement réalisé sur des outils type ARS. C'est pour ça qu'on privilégie par exemple plutôt un PVD. Bon, bref, il y a toutes ces notions-là que l'on aborde, sur lesquelles il faudrait qu'on discute au moins une demi-heure, une heure, pour aborder tous les niveaux de détail. Mais par exemple, si on parle de l'épaisseur du revêtement, forcément, si vous superposez les couches de revêtement, vous allez de facto dégrader l'acuité d'arête, puisque vous allez augmenter le rayon d'arête. Donc ça, si vous usinez un matériau fortement ductile, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Voilà, donc tous ces aspects-là sont évidemment très importants. L'ordre de superposition des couches, hein, il y a des couches d'accroche sur le substrat à privilégier au détriment d'autres. Bon, voilà, c'est un sujet à part entière, hein, une spécialité à part entière. C'est pour ça qu'il existe des fabricants de revêtements hein, qui travaillent spécifiquement sur ces sujets-là et qui en font une activité commerciale et technique à part entière. Mais donc, pareil, si vous souhaitez, rapprochez-vous du CETIM, on échangera plus en détail sur ces sujets-là avec plaisir. Alors, il y a une autre question. Quelqu'un demandait comment développer son expertise technique terrain dans un environnement où les compétences en usinage sont peu mises en avant. Entre parenthèses, il précise gestion de copeaux, choix des géométries d'outils, etc. Mais justement, en optimisant votre dialogue avec plus de connaissances, c'est précisément l'objet de cette masterclass, c'est d'avoir plus d'arguments solides pour contrebalancer le dialogue avec parfois une direction qui est réfractaire parce que les moyens financiers se raréfient, les ressources humaines se raréfient, les compétences se raréfient, ce qui fait que ça vous donne plus de contenu pour appuyer vos idées, pour soutenir vos idées et pour les défendre et les faire valider. Et donc ça, typiquement, ça se fait grâce à la connaissance. On l'a vu et on l'a revu. Moi, ça, c'est une masterclass que j'ai fait chez beaucoup de grands donneurs d'ordre que vous connaissez et qui sont peut-être même présents et qui est très apprécié pour ça, puisque du coup, eh bien, les opérateurs, les usineurs, maintenant peuvent instaurer pas un rapport de force, mais un dialogue plus équilibré, par exemple avec la R&D matériaux, par exemple avec le service achat, par exemple avec la personne qui s'occupe des outils coupants, par exemple avec voilà tous ces gens, avec les directeurs, avec tous ces gens pour les sensibiliser au fait que il faut par exemple changer de démarche d'industrialisation, changer la démarche de sélection de choix des outils, avoir un œil vigilant sur le fournisseur de brut, voilà, toutes ces choses-là. J'espère que ça a répondu à la question. Merci. Alors, on arrive pour l'instant à la fin des questions, mais vous pouvez donc continuer à les poser s'il y en a encore, si vous en avez encore qui arrivent. Sinon, si vous en avez après coup qui vous viennent, vous pouvez les envoyer à l'adresse mail qui est en bas de la diapositive. Donc, c'est noté sqr@cetim.fr que vous voyez à l'écran normalement. Donc, c'est le service questions-réponses du CETIM qui dispatchera ensuite les questions à la personne la plus compétente au CETIM, personne pertinente pour répondre à la question. Je vais juste poser une dernière question et s'il n'y en a plus, après je conclurai. Nous connaissons actuellement de profonds changements à cause de la part toujours plus importante du numérique et des nouvelles façons de produire une pièce.
Quels pourront être les leviers techniques et technologiques qui vont accompagner dans les années à venir les évolutions de la production par usinage? C'est Google, c'est la data. C'est le fait de faire l'acquisition de données, non pas de production nécessairement, parce que ça on le fait depuis des années, et on le fait de manière plus ou moins hasardeuse. Le problème de la donnée de production, c'est qu'elle s'appuie quand même plutôt plus d'abord sur de la statistique pure et dure, et elle ne fait pas toujours et pas toujours bien le lien avec la technique et le physique. Donc les enjeux technologiques, on le voit, nous, on investigue énormément au CETIM, mais on le voit au travers des publications scientifiques, des séminaires et des congrès qu'on réalise, c'est la data, c'est clairement un enjeu. C'est clairement un enjeu pour les gens qui usinent, c'est clairement un enjeu pour les gens qui réalisent les produits qui gravitent autour de l'usinage, les fabricants machines, les fabricants d'outils, etc. Et pourquoi on parle de data? Eh bien pour une raison simple, c'est que j'ai pas arrêté de vous répéter que la coupe est au cœur du jeu, c'est vrai, et c'est d'ailleurs grâce à ça, grâce à la donnée de coupe, donc les efforts, la température, la dynamique, que l'on va probablement pouvoir à terme capter, traiter et réagir par une boucle de rétroaction sur la CN en temps réel quasiment, pour adapter les paramètres opératoires, les trajectoires de la machine pour usiner toujours mieux, toujours plus vite et toujours plus longtemps. Donc, pour conserver la compétitivité de nos usinages. Parce que vous vous doutez bien que si on continue à faire ce qu'on fait encore comme ça plusieurs décennies, ça les Chinois ou d'autres pays dont la main-d'œuvre est plus faible savent déjà le faire et parfois même mieux que nous. Donc on condamne d'une certaine manière nos activités. Donc finalement, la data en usinage va nous permettre probablement d'accéder à des gains et des leviers de compétitivité, tout en laissant une place bien sûr importante à l'individu, à l'homme, à l'opérateur, puisqu'il restera aussi la pièce maîtresse pour mettre en œuvre, parfois interpréter quand ce sera nécessaire, ce qui se passe au moment où ça se passe. Voilà. Merci. Alors, il n'y a pas eu de nouvelles questions qui sont arrivées. Donc on va... Ah, si, juste à l'instant. Arrivera-t-on au bout de l'expertise en usinage après la gestion de l'usinage par les data? Vous pouvez reformuler doucement, s'il vous plaît, la question? Enfin, la répéter? Oui, arrivera-t-on au bout de l'expertise en usinage après la gestion de l'usinage par les data? Je suis pas sûr de bien je suis pas sûr de bien avoir compris la question, mais en termes d'expertise, grâce aux data, en fait, à terme, probablement, ce qu'on va être capable de faire, c'est justement, et ça, on est déjà capable de le faire, d'aller capter la donnée au cœur de la coupe. Ça, c'était l'enjeu premier, hein. Aller capter les efforts, la température, les puissances, etc. au cœur de la coupe, à l'interface outil-matière. Capter la bonne information au bon endroit. L'enjeu qui suit va être d'abord de la stocker l'information nécessaire, celle qui ne l'est pas, on l'écrase parce que c'est de la place, et puis la traiter, cette information-là, pour ensuite l'analyser et conclure quant à ce qu'il faut faire sur le process, paramètres opératoires, trajectoire et ainsi de suite, pour dire à la commande numérique, là, il faut que tu modifies éventuellement tes paramètres. C'est ça l'enjeu. Donc en fait, ce que va permettre la data, c'est d'une certaine manière de déléguer un peu d'expertise, la mienne en l'occurrence, puisque vous serez capable de mieux industrialiser vos pièces, vous serez capable de faire les bons choix plus vite, et surtout, il y aura une certaine forme d'autonomie qu'on ne retrouve pas dans la machine à l'heure actuelle, puisqu'elle va être capable, par exemple, de diminuer la vitesse de coupe, ou l'avance, ou je ne sais pas quoi, ou de l'augmenter, par exemple, augmenter l'avance si elle constate que, à un moment donné, il y a un défaut d'homogénéité de la matière commence à moins bien fragmenter. Donc, quand c'est possible, on augmente légèrement l'avance
pour rester dans un domaine de fonctionnement qui favorise la fragmentation de la matière. Voilà, c'est toutes ces choses-là en termes d'expertise que la data va amener à l'usinage, entre guillemets, du futur. Mais c'est même pas un futur puisqu'il y a déjà beaucoup de solutions qui existent. Exemple, certaines commandes numériques dont je tairai le nom de la marque, mais qui permettent de gérer la puissance de coupe en temps réel. C'est-à-dire plus votre outil s'use, plus il va utiliser de puissance. Et donc pour travailler à puissance de coupe constante et essayer de maîtriser mieux la durée de vie, la commande numérique, elle, va surveiller cet indicateur-là pour dégrader légèrement les paramètres opératoires VCF pour rester dans des domaines de puissance toujours acceptables qui permettent d'usiner à un niveau correct d'un point de vue qualitativité et productivité, mais sur une durée plus importante. Voilà, donc ça appartient déjà au réel. Il y a d'autres technologies, hein, y compris des technologies développées par le CETIM, et en l'occurrence la broche intelligente en fraisage, donc je vous invite à aller voir un descriptif sur YouTube, vous trouverez probablement des informations là-dessus, une broche qui permet quasiment tout à la fois de capter de l'information, de faire éventuellement de la vibration pour aider à la fragmentation de la matière. Bref, des fonctionnalités avancées pour usiner grâce à ces nouvelles technologies dans des conditions toujours plus optimisées. Voilà. Merci. Donc, il n'y a pas eu de nouvelles questions entre-temps. Merci à tous pour vos questions. Le replay sera disponible très bientôt sur la chaîne YouTube Technique de l'ingénieur, donc vous pourrez revoir la présentation. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. Merci de prendre 5 minutes pour y répondre. Au revoir. Au revoir.